Salut, je suis Xavier Coiffard et je vous présente Génération Remote, un podcast qui explore une nouvelle façon de travailler. L'idée c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut travailler autrement. Dans ce podcast on parle de télétravail, de digital nomade et de comment se créer son propre mode de vie dans un monde de plus en plus numérique. Je vous propose d'explorer ces différents univers sans filtre avec des personnes qui vivent au quotidien. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous. Bonjour à tous et bienvenue sur Génération Remote. Aujourd'hui sur Génération Remote, je reçois Martin Donadieu. Salut Martin, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Salut. Ouais, ça c'est une question intéressante. Comment je me présente? Bah, je suis Martin, je suis solo entrepreneur depuis 2 ans maintenant. J'ai fait la course à la start-up, j'ai essayé de lever des fonds, j'ai levé des fonds, mais j'ai fait plein de trucs. À la base, je viens d'un cursus de développeur et petit à petit, Ok. en fait, je me suis dirigé vers l'entrepreneuriat. Et du coup, maintenant, je suis full-time entrepreneur, je fais tout ça à distance, à travers le monde. Je suis digital nomade, ce qu'on appelle, ou slow nomade, si tu veux, la plus précise définition. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va essayer de se focus sur l'Estonie. Parce que du coup, tu as monté ton entreprise en Estonie. Et ça Yes. intéresse beaucoup de gens et ça m'intéresse moi aussi beaucoup. Un peu l'aspect pourquoi on le fait et tout l'aspect pratique de pourquoi est-ce qu'on fait une boîte en Estonie, à quoi ça sert. Est-ce que c'est vraiment bien et combien de temps ça fait que ta boîte est lancée, ta boîte estonienne du coup? Mais là, je vais faire le 5e bilan cette année, donc ça fait 5 ans. Ok, Je suis un des ok. premiers, je suis un des 100 premiers Français à avoir fait ma boîte en Estonie. Je suis Ah, c'est vraiment un intéressant. early adopter. Ouais, parce que j'ai regardé un petit peu avant l'épisode. En fait, l'Estonie a lancé ce truc de e-residency et la capacité de voilà, une entreprise en Estonie pour les étrangers en 2014. Euh, et il y a 167 nationalités maintenant, je crois, avec plus de 35 000 personnes, ce qui est assez dingue. Et donc, ouais, si toi, tu as commencé il y a 5 ans, t'étais vraiment dans tous les tout premiers, quoi. Ouais, ouais. Ouais, et puis ils ont un site où tu peux voir toutes leurs stats en direct, le nombre d'inscrits par jour. Ils ont fait un dashboard vraiment propre. Il est un peu dur à trouver des fois, Ah, mais, ok. j'essaierai de te l'envoyer, qui est vraiment cool, où tu vois toutes les stats par Ouais. pays. Et ce que met en avant l'Estonie, c'est globalement, bah, venez chez nous parce que le système est simple, et venez chez nous parce que on a des lois un peu moins connes que dans les autres pays. Ouais. Mais il n'y a pas d'avantage, il y a pas de, c'est pas un paradis fiscal, tu vois, c'est une boîte européenne. Donc on a les mêmes lois européennes, les mêmes taxes, Mais etc. Les deux gros. Vas-y. ouais, alors attends, parce que moi j'avais effectivement entendu parler de l'Estonie, probablement vers 2015-2016, là, quand ils ont lancé leur truc e-residency, où tout le monde en parlait, avec l'argumentation du c'est plus Ouais. simple, clairement. Et genre, je rejoins carrément ce que tu me dis sur. Je me suis retrouvé moi aussi bloqué dans un truc quand j'ai lancé mon auto-entreprise, parce que j'étais aussi dans les premiers. Et je me suis retrouvé sans sécu pendant, je sais pas, 2 ou 3 ans, j'avais plus de carte vitale. Parce que pareil, j'étais perdu dans le méandre d'un fichier, je sais pas où, avec une condition bancale. Et à l'époque, j'avais regardé l'Estonie d'ailleurs, ça fait longtemps que j'y pense. Mais il y a quand même un truc. Donc il y a un vrai truc sur la simplicité, mais il y a quand même un truc fiscal, non? J'avais vu, moi, que tu payais pas d'impôt sur l'argent qui restait dans ta société, un truc comme ça, ou il y a pas un truc de Yes, facilité d'impôt yes. quand même? C'est ça, c'est ça. En fait, c'est pas une vraie facilité d'impôt si tu veux, parce que l'impôt, tu vas quand même le payer. Mais en fait, tu payes l'impôt qu'au moment où ça a du sens de le payer. En France, si tu as de l'argent qui dort sur la boîte, bah, tu dois payer des impôts dessus à la fin de l'année. Ouais. Sauf que ce truc-là, en fait, a pas vraiment de sens parce que, enfin, je sais pas pourquoi il y a ça, mais en tout cas, en Estonie, en fait, je suis tellement loin maintenant du système français que je comprends même plus pourquoi c'est c'est pété comme ça. En Estonie, en fait, c'est super simple. Si tu payes pas d'impôt sur l'argent qui reste dans ta boîte, parce que l'argent qui dort, il dort pour eux. Tu peux Ok. avoir des investissements aussi avec ta boîte et tu payes pas de taxes là-dedans. En fait, tu es taxé quand tu fais des profits. Donc, Quand tu pour eux, sors de l'argent, garder en fait, c'est l'argent dans la ça? boîte, ouais, voilà.
pour eux, le concept de profit, c'est pas garder de l'argent dans la boîte. Il y a aucun profit là-dedans. Rien n'est Ouais. profitable. Tu n'en as pas d'intérêt personnel à garder de l'argent dans la boîte. Si ce n'est juste que la boîte soit en bonne santé. Donc il n'y a pas d'intérêt, tu vois. Donc pour eux, ce n'est pas un profit. Tu taxes un Ok. profit quand tu sors l'argent. Ok. Et donc tu seras toujours taxé, pareil, mais que au moment où tu fais vraiment du profit, tu vois. Ok. Pour créer une boîte en Estonie, il faut que tu passes par là en fait. Il faut que d'abord que tu crées ta carte d'identité, c'est ça, ta e-residency. En fait, ça te permet d'être C'est ça. pas citoyen estonien, mais d'avoir accès aux services publics estoniens. C'est ça le truc? C'est ça, c'est ça. En fait, le residency et la residency, en général, c'est un système qui existe dans plein de pays. En France, je sais pas comment ça existe, mais si ça existe, mais en Portugal, par exemple, tu demandes ton numéro de taxe. Quand tu deviens résident, tu demandes un numéro de taxe et ça te permet d'accéder à plein de Ok. trucs, même si t'es pas portugais, tu as plein d'accès. Et donc là, c'est pareil, donc ils considèrent que tu es résident digital. Donc tu vas sur le registre Ouais. sur le truc pour s'enregistrer en Estonie. Tu fais ta demande de e-residency, et tu dois justifier pourquoi tu demandes la e-residency. Donc en général, la justification principale, c'est parce que je veux créer une boîte chez vous. Et donc là, ils vont te demander pourquoi tu veux créer une boîte. Est-ce que tu essaies de faire est-ce que tu veux détourner de l'argent? Tu vois, ils te posent des Ouais. questions comme ça. Ils te demandent aussi si tu as compris bien que tu pouvais pas vendre des trucs en physique et qu'il y avait certains trucs que tu pouvais pas faire. Ok. Par exemple, les trucs qui sont un peu genre vendre du cannabis, tu vois, Ouais. ça Des va jeux pas en être ligne, possible. j'imagine, des trucs comme ça. Les trucs. Du porn peut-être. Euh, ouais, le porn, je pense, c'est exception. Les jeux, je pense que c'est bon. Ok. Mais peut-être pas les casinos. Ouais. Ouais. Mais ils sont assez ouverts. Par exemple, sur la crypto, tu vois, ils sont full ouverts, il n'y a pas de problème. Ça, tu peux créer des boîtes et le cadre légal est vraiment bien en plus en Estonie pour ça. Ok. Et du coup, ils te demandent ça et ça prend un peu de temps pour s'inscrire parce que c'est un process où je pense qu'ils font un peu tu vois, un back check, un background check de toi parce que j'ai des potes qui se sont fait un peu poser plus de questions, tu vois. Enfin, il y a un vrai échange avec eux. Ok. Donc ça prend en général, tu vas compter 2 semaines, 3 semaines pour recevoir la carte dans l'ambassade d'Estonie que tu as choisie. Donc il va Ok. falloir que tu te rendes à l'ambassade parce que c'est un vrai papier d'identité où tu poses ta main et tes empreintes, tu vois, comme un passeport. Ok. Euh, enfin, c'est un papier d'identité digital, t'as pas le droit de t'en servir à un aéroport, mais pour eux, c'est quand même un papier d'identité. Et une fois que tu as ça, tu peux créer une boîte en, je sais pas, en 5 minutes, le temps de remplir les 4 champs que tu as à remplir Ok. sur le truc que tu vas choisir, quoi. Et une Ah, fois que ça, tu as fait ça, tu reçois instant ton cabis, genre, et ok. voilà, Et tu peux t'es commencer à parti. facturer tout de suite. Une fois que tu as ta carte d'identité, en fait, Ouais, tu montes ta boîte, tu rentres chez toi, en 5 minutes, tu as créé une boîte et tu peux commencer à facturer tout de suite. c'est ça, Incroyable. Et c'est ça. est-ce que tu as est-ce que c'est uniquement pour les freelances comme Vas-y. toi, enfin freelance ou entrepreneurs, les mecs solo, ou est-ce que tu peux monter des boîtes, j'allais dire des vraies boîtes, l'équivalent d'une SARL ou d'une SAS chez nous, où tu peux avoir par exemple des cofondateurs, des employés, ce genre de Alors, truc? ça, c'est un point intéressant. Là, ta boîte de residency, c'est une vraie boîte. C'est c'est une vraie boîte où jusqu'à en février, là, jusqu'au 1er février, tu devais mettre 2 500 € de fonds propres, mais que tu pouvais délayer, je sais pas si ça se dit, mettre un Si, ouais. délai de Ouais. Ah donner ces d'accord. fonds à l'infini. Tu n'étais pas obligé de donner les fonds, mais c'était une obligation légale pour que. En fait, tant que tu mettais pas ces fonds-là, tu étais légalement liable. Putain, j'ai Ok. plus les mots en français. Lié légalement à ta société. Maintenant, à partir de février, là, tu peux donner 1 € si tu veux, pour plus que ta société soit liée à toi, Ok. personnellement. Ah Et oui, que tu tu puisses veux prendre dire des dividendes aussi. pour pas que ta responsabilité soit engagée. C'est-à-dire que s'il y a un, je sais pas quoi, un C'est ça, procès et que tu dois 50 000 €, ils iront pas chercher plus loin que c'est le principe de la SARL, quoi. La responsabilité limitée à ton exact. entreprise. Ok, ok. C'est ça. Et du coup, en fait, c'est un genre d'hybride où tu peux le faire quand tu veux. Donc moi je l'avais pas fait, là je vais le faire, je vais mettre 1 € pour pouvoir le faire parce que 2 500 ça m'arrange pas. Tu peux avoir des cofondateurs, après ça dépend en fait surtout du comptable que tu vas choisir. Moi le comptable que j'avais choisi jusque cette année, ils autorisaient pas à avoir de cofondateurs et ils faisaient pas ce modèle d'entreprise si tu veux. Ok.
parce que Ouais. c'était une start-up, ça s'appelle Xolo. C'est le meilleur service comptable dont j'ai été en contact avec, et c'est le mien depuis 5 ans en Estonie, et il n'y a jamais eu de faille sur ce truc-là. Ils sont tout le temps dans les délais, ils font tout le temps les trucs. Ils ont tout un soft où tu mets tout, tu parles jamais à personne pratiquement, et dès que tu parles à quelqu'un, ils te répondent en 2 heures, tu vois. Ouais. OK et Enfin, ils te ils parlent en sont, ils anglais? sont vraiment très très forts. Ouais, ouais, c'est tout en anglais par contre. OK. Et ils ont créé un truc aussi qui est un hack improbable. Je sais pas comment ils sont arrivés à faire ça légalement. Tu peux créer une société en Estonie sans avoir de e-residency, sans avoir de société vraiment. En gros, ils arrivent à te générer un SIRET, enfin un numéro d'entreprise, sans avoir fait toute la patchak que tu dois faire avec le. Enfin, c'est pas une vraie patchak, hein, c'est pas compliqué. Mais en 2 secondes, là, tu peux te créer une société sur Xolo qui s'appelle un Xolo Go. Ils te prennent 5% de ta facture, de OK. toutes tes factures que tu fais. Et après, ils t'envoient l'argent sur. Donc, eux, ils te créent un genre de compte bancaire, Ouais, c'est genre du portage et tu salarial, reçois un truc l'argent comme sur ça, ce non? compte bancaire de société. Ça ressemble à du portage C'est un salarial, genre. En fait, après, tu dois le déclarer en tant que revenu autre quand tu les sors sur ton compte. Mais c'est parfait pour tous les gens qui veulent pas avoir. Parce que l'auto-entreprise, mine de rien, il faut payer 139 € par an. Maintenant, il faut tous les 3 mois déclarer des trucs. Enfin, c'est devenu Ouais. un peu relou quand même. Là, ce truc-là, c'est pas chiant. Il faut juste tu déclares tes revenus sur ta feuille d'imposition personnelle à la fin. Ça va augmenter du coup ton revenu global. Mais c'est super simple. T'as pas besoin d'avoir de complexité. Ça te fait tout pour toi et ça coûte zéro. Et ils te le font en 5 minutes. C'est des ouf. Quand j'ai vu que ça avait sorti ça, j'étais là, mais c'était fou furieux, les gars. Ouais Je sais et même pas comment vous êtes arrivés à faire ça. du coup, comment donc tu peux créer à peu près n'importe tu peux créer une SARL, like ou une SAS, ou un équivalent ou juste ton activité d'auto-entreprise, en Estonie. Bah, si Tu tu veux prends faire ton de l'auto-entreprise, je te dirais de faire le Go. Et si tu veux faire une vraie boîte, tu fais le Xololib comme moi, quoi. C'est une OK, vraie. Tu fais le residency et du coup une vraie société. Et après, eux, ils ont pas de. Ils ont que 2 modes de société. Ils ont genre OU, ce que j'ai moi, et un autre que j'ai oublié le nom, c'est quand tu fais plus d'1 million de chiffre d'affaires. Il n'y a pas d'autre type de société. OK, d'accord. Ouais, c'est très simple. Alors que nous, on prend Ouais. juste 3 mois seulement pour savoir si on prend SARL, Ouais, SAS, EURL. OK. c'est ça. Et du coup, une fois que tu as choisi ta boîte, que tu as ta carte que tu as été chercher à ton ambassade, tu prends un comptable. J'imagine qu'il faut que tu prennes une banque aussi. Pareil, c'est une banque en ligne. Et t'es parti, quoi. Bah alors le Xolo, eux, c'est le comptable qui te crée la boîte. Parce qu'en fait, il faut OK. que tu comprennes qu'en Estonie, il y a beaucoup de, en Estonie et en Finlande, en fait, il y a beaucoup de métiers qui n'existent plus. Par exemple, le métier de, comment ça s'appelle, de notaire, ça n'existe pas dans ces pays, parce que le notaire, c'est un tiers de confiance. Mais en fait, Ouais. l'État est déjà un tiers de confiance pour tout là-bas. Donc, du coup, tu n'as pas besoin de notaire. OK. Genre, si tu veux acheter un bien, tu vas à la banque, et à la banque, tu dis, je veux acheter ce bien, et c'est la banque qui rentre les informations, qui valide que le bien, il est pas. Parce que comme tout est numérique, ils savent déjà si le bien, il est gagé, si il est pas conforme, machin. Enfin, ils ont tout Ouais. dedans. Et du coup, si le bien était prêt à acheter, vraiment, ben, le banquier te fait le truc en 5 minutes, t'as acheté une maison. C'est, OK. c'est, Ouais. et donc, du coup, les comptables, en fait, direct là-bas, ils te font. Donc, en fait, tu choisis un comptable et c'est lui qui te crée la boîte, c'est lui qui fait tout. Et c'est lui qui gère la banque aussi? Qui Alors, crée ton compte en pour banque? quand, quand tu fais le système Go, oui. Et je pense qu'à un moment donné, ils vont faire la banque aussi. Je pense qu'ils n'étaient pas encore capables de le faire parce que c'était une startup, Xolo. Mais je pense qu'ils vont le faire à un moment donné. Pour le moment, moi j'ai une banque, c'est Wise, TransferWise. Ça s'appelait OK. TransferWise avant, maintenant c'est Wise. Donc elle est en Ouais. Belgique. Et Ah, et ça tu avec Wise? s'interconnecte avec le. Ils ont des API. Ouais. Et du coup, j'ai rien besoin de faire. Tout est. Ils font leur rapprochement bancaire automatiquement avec le logiciel de comptable. OK. Tu es maintenant donc podcasteur, mais maintenant tu es entrepreneur. Tu as 2 produits. Donc tu fais du paiement en ligne, et du freelance aussi. Sur le Ouais, paiement en ligne, ouais. Wise, ça pose pas de problème pour connecter à un Stripe, un PayPal, un truc comme ça? Non, 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 non. OK. C'est nickel. Ça reçoit tous les OK. paiements, il y a zéro frais pour les recevoir.
Juste, Xolo, ils ont si tu veux faire du paiement en ligne, via Stripe et que tu veux en avoir un paquet, il faut que tu sois sur le plan le plus cher. Donc je suis à 160 € par mois, je crois, de comptable. Mais Ok, c'est lui qui check tout, tous les enfin, ils font tout, quoi. Vraiment, je branle que ok. dalle. Je fais entre Donc là, 15 et t'as... 20 minutes par mois de compta. Ok. Et les 15 minutes, elles servent à quoi? En gros, C'est parce que je suis un soit il y a deux potentiels trucs. C'est soit parce que je suis un bouffon et que je mets la carte de ma boîte sur des trucs et que j'ai pas rentré les trucs comme il faut, les données de ma boîte comme il ouais. faut. Du coup, je suis obligé de retourner sur le logiciel, re-rentrer les infos, faire modifier la facture. Ou soit parce que j'ai un abonnement sur un SaaS qui ne permet pas de mettre l'adresse du comptable dans, la facturation. D'accord. Parce qu'en fait, D'accord. Du coup, tu... le comptable, il me donne une adresse, unique et je la mets dans tous les logiciels, que je paye et du coup, il reçoit direct les factures et donc j'ai même pas besoin de lui envoyer les Ok. factures. Incroyable. Ok. Ouais. Et du coup, donc en fait, au jour le jour, maintenant que ta boîte est créée, que tu as ta carte de residency, ta boîte, t'es pas limité en chiffre d'affaires et ta boîte, elle te coûte 150 balles par mois, c'est ça? 160, ouais, c'est 160, ça. ok. Et il y a pas de limite de chiffre Et d'affaires. Enfin, il y a 1 million de limite de chiffre d'affaires et après ouais, automatiquement, tu passes à la boîte supérieure, ça se fait, juste ils t'envoient un email apparemment et ils te disent: «Bah, tu vas passer à la truc de dessus». Donc quand tu passes au-dessus d'1 million, c'est que tu dois faire, tu sais, tu dois avoir des comptes, des trucs publics auditables, etc. Tu deviens ok, ok. une société publique, quoi. Ouais, une SA, quoi. Ouais, ok, ok. Ouais, Et du c'est ça. coup, comment est-ce qu'il y a l'histoire de la TVA aussi en Estonie? Est-ce que tu dois gérer la TVA et tous ces trucs-là? En France, c'est quand même un sacré truc où tu dois passer la TVA. Alors, ouais, la TVA, tu peux en fait, ce type de boîte tu peux dire que tu veux facturer avec ou sans TVA. Donc, si tu veux, en fait, au début, tu peux dire, à Xolo, en fait, que tu veux utiliser ta boîte et que tu vas pas facturer beaucoup et que tu veux être donc tu veux pas facturer la TVA. Donc tu peux le faire et après, au bout d'un certain montant, Ok, je sais plus combien c'est, ils te disent que c'est mieux que tu le fasses parce que tu es en train de perdre de l'argent globalement et donc, moi, je suis à la TVA là. Quand je fais des factures, la plupart ok, du temps, je facture zéro de TVA parce que, si tu f je en fait, la plupart du temps, je facture pas en Europe. Enfin, je facture pas en Estonie et donc du coup, si tu factures n'importe quel pays européen, la TVA, elle est auto-annulée, donc tu factures zéro de TVA parce que, ok, apparemment, il y a une formule magique qui dit que, tous les pays d'Europe, entre eux, ils s'annulent tous la TVA et que ça marche. Genre, tout le monde a payé, comme il ok, faut de TVA. Je sais pas dans quel monde ils vivent pour que ça marche, parce qu'à mon avis, ok, quand tu es au Bangladesh, c'est pas en Europe, mais il doit y avoir des pays qui apportent beaucoup moins sur la balance que les autres. Mais bon, whatever. Donc tu factures ouais, pas de c'est clair. TVA, et après, Et par contre, si tu factures aux US, ouais, là par t'en as. exemple, Là t'en as, et en fait, ok, à la fin du mois, mon comptable, il m'envoie un email automatique qui me dit combien de TVA je dois à l'État. Et en fait, le comptable sait aussi combien j'ai payé en tout temps de TVA à l'État, parce que l'État a des API et du coup, il me fait la différence. Donc en gros, si par exemple, j'ai facturé de la TVA, mais que j'ai fait des achats en TVA, beh, il sait, lui-même la différence, qu'il y a chez l'État, de TVA, en gros. Et du coup, ok, des fois, il me dit: «Bah, là, ce mois-ci, tu aurais dû payer 100 balles de TVA, mais comme tu as fait des achats, c'est bon, en fait, tu es même en crédit chez l'État, estonien, de TVA, donc on verra le mois prochain si tu dois payer des trucs ou pas, quoi». ok. Et j'ai juste un Parce que du virement à coup, faire à ok, parce l'État. que du coup, une grosse différence avec l'auto-entreprise, c'est que tu peux faire des achats, avoir une trésor propre, parce qu'en fait, en auto-entreprise, quand tu es imposé sur ton chiffre d'affaires et pas sur ton bénéfice. Donc en fait, tu dois avoir un compte séparé maintenant pour ton entreprise, n'importe quel compte Ouais, d'ailleurs, ce qui est un peu idiot. Mais par contre, si tu achètes quelque chose, c'est forcément, même avec ta carte pro, en vrai, tu peux pas le déduire de ton chiffre d'affaires via tous ces trucs-là.
Hem, Toi, tu arrives à récupérer la TVA, et faire des achats Ouais, sur ta boîte, quoi? j'ai acheté, mon Mac, enfin j'achète tous mes devices sur ma société depuis longtemps. C'est ça qui fait que j'ai du crédit de TVA, je fais des gros achats de matériel, OK, tous les ans ou tous les 2 ans, tu vois? Quand je change de Mac et du coup, et tu peux passer, ça me fait une vas-y? tu peux passer également, des déplacements, enfin, tu vois, il y a tout ce truc-là en France où tu peux passer un peu de ton loyer, un peu de, ton forfait de téléphone, des déplacements, des trucs comme ça, et c'est un truc que tu peux faire aussi avec ta boîte estonienne? Alors, il y a c'est un peu, particulier. Parce qu'une boîte estonienne, ils considèrent que tu agis que dans le digital, donc tu pas de lieu de vie, tu vois? T'as OK, pas de bureau à payer, t'as pas de donc OK, heu, mmh, ce que j'ai vu avec le comptable parce qu'en fait, si tu veux, l'Estonie, c'est dans les 10 pays les moins, corrompus, avec les moins de malversations au monde. Et la France, c'est dans le top 50. Je crois qu'on est 47 et eux, ils sont dans le top 10. Ouais. Et, OK, du coup, ça fait qu'en fait, ils ont un peu des trucs particuliers. C'est que le comptable, souvent, il me dit: «Ça, légalement, on peut le faire, mais moi, je veux pas que tu le fasses. Parce que je pense que tu vas faire des trucs pas cool avec et donc je te soutiens pas sur, genre, je laisse pas l'opportunité à quiconque de faire des trucs, pas légal. Donc du coup, ça, c'est pas autorisé pour moi. Tu peux changer de comptable si tu ah veux le ouais, faire». intéressant. Ouais, donc du coup, par exemple, je pourrais me payer de temps en temps les Airbnb. En gros, je pourrais dire: Ouais, «J'ai le droit, j'ai pas le droit de payer mon logement, mais j'ai le droit de payer mes déplacements». Mais, mon comptable, il a décidé que si je me payais un Airbnb, ça puait du cul parce que, il sait que je suis digital nomade et il sait que enfin, tu vois? Il sait que comme je suis j'ai une boîte digitale, bah, c'est un truc facile. Donc, le comptable, il m'a dit: «Tu peux te ouais, payer les avions si tu veux, parce que les transports, ça va être difficile de prouver que c'est pas OK, pour voir un client ou que c'est pour voir un client. Mais par contre, les Airbnb, c'est mort, les hôtels, c'est mort. Si tu veux faire ça, tu vas avoir un autre comptable, nous, on le fera pas». Et OK. Par contre, tu peux et te donc payer, donc des journées à WeWork ou un truc comme ça, quoi? oui, 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 En coworking? tu OK, peux te payer des coworking. Tu peux aussi, par exemple, tu peux en fait, les trucs physiques, ils doivent être assez exceptionnels. Donc, par exemple, si tu te payes un mois de coworking, ça va pas le faire. Mais si tu te payes une journée, c'est OK, tu vois? OK, Par exemple, OK. tu peux te payer un restaurant de temps en temps avec un client. Mais si tu bouffes tous les jours au resto, il va dire: «Non», ton comptable, il va dire: «Casse-toi». Ouais, ouais, C'est mort ça. C'est mort parce qu'on sait qu'en fait, tu es en train de tricher. OK, Et en France, c'est tout à fait acceptable de, détourner un peu les règles. En Estonie, en fait, c'est même pas une question. Si tu l'air d'avoir l'intention de vouloir un peu bend les règles, c'est au revoir, pour la plupart des comptables. OK, C'est intéressant. assez, Alors en France aussi, le truc, c'est ouais. que, et ça va m'amener à ma question d'après, c'est que, en fait, il y a sur les boîtes comme une SAS, il y a quasiment 40 de charge. Donc en fait, tout le jeu, c'est d'essayer de mettre le maximum de trucs en charge, Ouais. de façon à diminuer artificiellement ce montant des charges. Toi, sur une boîte estonienne, combien tu as de charges sur ton bénéfice? Alors en fait, ça dépend, comment tu as décidé de te payer. Par exemple, tu peux te payer, si OK, tu veux des dividendes après un an d'exercice. Là, ça va être, 20 ouais, en Estonie. C'est un peu comme en France, je crois, il y a OK. peut-être une différence de 5. En Ah France, et c'est en 30, gros, si 30. ouais, maintenant c'est 30. Bah, tu dois en gros, si tu dois payer du coup, les dividendes estoniens et après tu dois, payer la différence du pays où tu résides. Donc par exemple, si c'est 30 en France, tu vas devoir payer 10 OK, de plus. Et si c'est moins ailleurs, OK, je sais plus comment ils font, mais bref, donc tu as ça. Si tu te payes un salaire, tu vas te charger autour de 55 en salarié et après tu peux aussi te payer en tant que patron salarié et ça, c'est un délire autour de 25-30 je crois. C'est un peu moins cher que un salarié, mais OK, tu moins de bénéfices et de protection et voilà, c'est les 3 façons de se payer et sinon, le dernier truc, que tu peux faire, que moi j'ai fait pendant un moment et que je vais plus faire là, parce que c'est pas
c'est pas génial. Enfin, en gros, c'est faisable, mais c'est pas, légalement, c'est pas carré. C'est, en gros, si tu as une société ailleurs, par exemple, si tu es auto-entrepreneur ailleurs, bah, du coup, tu, refactures ta société en France et ça, en fait, ça s'appelle de l'affacturage Ouais, et ouais, du coup, i c'est pas, en fait, il faudrait prouver que la refacturation, elle a apporté de la valeur. Enfin, du coup, c'est un peu un ouais, truc ultra compliqué et c'est souvent très chiant à n'importe quel état de le prouver. Donc c'est pour ça que je l'ai fait en attendant que je gagne assez, parce que je gagnais pas beaucoup de thunes, donc ça servait à rien de me charger en salaire. Donc j'ai fait ça pendant un temps. C'est pas le meilleur truc à faire, mais en attendant, ça marchait. Et, euh, et comme je suis plus résident en France, de toute façon, je le faisais avec le Portugal où je suis résident maintenant. Donc du coup, il n'y a pas de... Enfin voilà quoi, c'était fait et maintenant je vais me payer en salarié, donc on s'en fout. Et le Portugal, franchement, ils ont que autre chose à foutre que de regarder ça, parce que je payais des taxes de toute façon. Et voilà, donc c'est les trois façons de faire qui sont légales, et la quatrième qui est un peu border, enfin qui est border ouais. entièrement. Mais OK. Et du coup, effectivement, en termes de taxes, c'est pas, c'est pas un paradis fiscal du tout. Ils peuvent pas faire des trucs de ouf, parce qu'en fait, ils se feraient retoquer par l'Europe en mode, «Bah non, mais tu fais de l'anticoncurrence aux autres pays européens» et cetera. Donc à peu près partout en Europe, c'est à peu près la même chose. Les seuls, pays qui ont des droits, des avantages, à donner des avantages à leurs, citoyens ou aux étrangers, c'est, le Portugal, c'est la Roumanie, c'est la Grèce, parce qu'en fait, ils ont, des problématiques de, ils sont en galère, en fait. C'est des pays qui ont moins de ressources. Donc, eux, ils ont ouais. des exceptions à l'Europe pour pouvoir ramener des ressources un petit peu chez eux. Ils ont des petits laissez-passer, mais c'est pas des gros trucs, quoi. C'est pas, c'est pas les Bahamas où tu payes rien. OK. Ouais, ouais. OK. Et du coup, donc tu disais que tu étais résident, portugais. Comment est-ce que tu gères ta relation, alors soit avec la France avant, au niveau des impôts, comment est-ce que tu déclares tes revenus et tout ça? Et maintenant au Portugal? Comment est-ce que tu arrives à est-ce que Alors, ça se fait naturellement ou pas? une fois que tu es résident portugais, donc ce que tu dois faire, c'est fou comme c'est simple. Franchement, j'étais choqué. En France, une fois, si tu veux changer ta résidence fiscale, que tu veux plus être résident français, tu vas sur le site de l'État, tu mets une adresse qui n'est pas en France, et voilà, tu n'es plus résident français pour la France. Magie. OK. Ouais. Bye Une bye. fois, ouais, et Ouais. une fois que tu as fait ça, tu auras un dernier déclaration d'impôt à faire. Donc la dernière qui va être globalement en fait dans l'année où tu as fait le changement, donc ils vont compter, il faut que tu mettes la moitié de tes revenus et donc Ouais. te demander des impôts sur le temps où tu étais toujours résident. Et après, tu plus rien à déclarer à la France. Genre ils te demandent plus rien quoi, c'est ciao. Et de l'autre côté, Ouais. tu deviens résident portugais ou whatever et du coup tu as à faire la même chose dans notre pays. Le Portugal, ce qui est bien, c'est que, en tant que résident étranger, enfin, en tant que fr étranger qui vient au Portugal, qui fait un métier intellectuel, donc ça va être, faut que tu aies un bac+5, faut que tu fasses, de l'informatique, des trucs comme ça, tu vois? Un truc, qui considère il y a une liste qui est facile à trouver. Donc si tu es considéré dans cette catégorie en tant que métier intellectuel, tu as un abattement fiscal de 10 ans qui dit que globalement, tu vas payer entre 5 et 10 d'impôts pendant 10 piges, d'impôts personnels, au lieu Ah ouais. au lieu des standards, qui sont, comme la Ouais. France. Donc ils ont eu le droit de faire ça pour attirer des gens, parce qu'ils ont un problème démographique au Portugal de, tous les Portugais se barrent, en fait, du Portugal pour avoir une chance, de mieux vivre. Et du coup, en Ouais. fait, ils ont OK. demandé, à l'Europe d'avoir, ce petit truc pour, même redonner envie aux Portugais qui ont fait un peu, de blé ailleurs, de revenir. De revenir. Ouais. OK. Ouais, OK. et aussi aux étrangers qui ont envie Et de venir, quoi. ouais. Et quand tu étais en France, tu déclarais tes revenus directement sur ta feuille d'impôt, en fait? Quand Tes j'étais dividendes, en du coup? France, alors attends.
Quand j'étais en France, ouais, 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 tu les déclares en fait sur ta feuille d'impôt, et du coup, c'est calculé quoi à la fin. C'est un peu chiant parce que, tu sais, avec la simplification qu'ils ont fait là, vu que toi, tu es pas dans une case normale, que tu es payé depuis une société étrangère, c'est un peu chiant. Il faut passer le mode, faut sortir du mode super simplifié pour aller causer les bonnes, Ouais, cocher les bonnes cases, etc. C'est un peu relou à faire, mais une fois que t'as compris où ça se faisait, ça va. Mais ouais, c'est. ok. Pas si dur en fait. Intéressant. Ouais, ouais, ouais. C'est Euh, beaucoup plus simple de faire ça que d'être payé en France. Ouais, ce qui est un peu bizarre, mais ok. Le truc qui est dur, c'est si tu veux. Parce que j'ai voulu faire ça à un moment donné. J'ai voulu participer à la retraite française, même si je me payais pas en France. Et tu peux faire ça en France. Il faut s'inscrire à la caisse des Français à l'étranger. Ouais, Et, ouais, et, euh, et en fait, ce truc-là, je le considère dur parce que je me suis inscrit sur le site. J'ai payé la première cotisation. J'ai donné mon RIB pour qu'ils prélèvent tous les mois. Ils ont encaissé la première cotisation. Ils m'ont dit votre compte a été créé, on revient bientôt vers vous. Ils sont jamais revenus vers moi. Ils ont jamais fait aucun prélèvement et ils ont jamais répondu à plus aucun email. ok. J'ai fait une donation de 70 euros et voilà. Donc, Ok, ouais, non, mais parce mec, que, à ouais, chaque fois que j'ai voulu effectivement, faire un truc avec la France, ça n'a jamais marché. ouais. Et du coup, ça veut dire que toi, tu es complètement sorti à la fois du système de retraite, et c'est d'actualité en ce moment, à la fois du Ouais, système de santé et tout ça, quoi. C'est-à-dire que tu as pris une assurance retraite sur le côté et une assurance maladie, j'imagine, un truc comme ça? ouais, ouais. J'ai deux assurances. J'ai une assurance une pro, plus une assurance en tant que nomade, tu vois, voyageur, qui s'appelle Safety Wings. Ok. Donc Ouais. voilà. Donc voilà, j'ai deux Et, trucs pour gérer. Et pour la retraite, ouais, je suis hors cadre. et ton assurance pro, c'est pour au cas où tu fais une erreur sur un. Enfin, t'es engagé juridiquement par rapport à ton travail, c'est ça? Ou c'est une assurance que tu passes sur ta Non, boîte pour la santé? c'est pour la santé, pour être assuré pour la santé et aussi pour être assuré pour, imagine, je me pète les deux bras, je peux plus bosser. Ben, en fait, ils me Ouais, maintiennent mon salaire pendant des mois, quelques mois, tu ok. vois, par rapport à ce que j'ai cotisé. Enfin, c'est tout le truc que normalement c'est l'État qui gère, bah, du coup, je l'ai tout passé en privé, tu vois? Ok. Donc ça me Ok. coûte, en tout, je dois être à 350 € par mois. Ok. Ok. Intéressant. Mais j'ai les meilleures Et du coup, alors, assurances, ça, possibles. que la Sécu? Ouais. Ouais. Donc ça fait 5 ans que tu fais ça maintenant, que t'es e-résident estonien. C'est quoi un peu ton retour d'expérience là-dessus? Quels sont les avantages, les inconvénients? Qu'est-ce que tu trouves, enfin, tu vois, qu'est-ce qui a pas marché et qu'est-ce qui est trop cool? Qu'est-ce qui est trop cool et qu'est-ce qui a pas marché? Qu'est-ce qui a pas marché? Franchement, pas grand-chose. Il y a qu'à un moment donné où j'ai voulu être, associé et à l'époque, mon comptable le faisait pas et en fait, comme le comptable était tellement bien, j'ai préféré pas m'associer. C'est assez fou. Je me suis dit J'ai dit au mec, j'ai dit: «Bah, écoute, on bosse ensemble sans être associés et puis on verra» et en fait, il s'avère que le temps avait raison et qu'on n'a pas bossé ensemble. Ouais, Et du coup, très bien, parce que le comptable en valait plus le coup que le potentiel que le associé. fondateur, ouais. Ouais, ce qui est ouf. Heu, donc c'est le seul truc qui a pas marché, qui était un peu relou, mais maintenant ils le font. Heu, Ils ont juste pris un peu de temps parce qu'ils étaient Tiens, ultra d'ailleurs, focus et ultra une nichés, question quoi. Ouais, subsidiaire qui me vient à vas-y. l'esprit. Est-ce que tu peux créer plusieurs boîtes ou tu peux en créer qu'une seule? Toi, typiquement, si tu as plusieurs activités, tout en ligne, et que tu veux, alors typiquement avec ton cofondateur qui n'a pas fonctionné, tu avais un nouveau projet, tu voulais créer, est-ce que tu peux créer une structure spécifiquement pour ce projet-là avec ce mec-là maintenant que tu peux faire des cofondateurs et puis continuer à avoir ton activité de freelance à côté? Tu peux avoir plusieurs boîtes en Estonie ou pas? Ouais, c'est une question que j'ai jamais posée au comptable, tiens, mais je vais lui demander. Mais je pense que oui. Je pense Ok, que c'est faisable. Je pense qu'il y a pas de ok. raison, que ce soit pas faisable. Ouais.
Et sinon, sur les trucs, trop bien, bah, en vrai, je pense que j'ai parlé à un max d'entrepreneurs en faisant le podcast Indie Maker, solo et en étant dans des communautés. Et en fait, Ouais, un des trucs qui reviennent tout le temps, c'est les mecs qui galèrent avec l'administratif. Et en fait, ça fait 5 ans que je suis dans le bliss administratif, tu vois? Et ça, mec, c'est, le plus beau cadeau que l'Estonie m'a fait, tu vois? C'est que ça a toujours été ultra simple, toujours. Genre, il y a pas un moment où c'était chiant. Et les seules fois où c'était chiant, c'est parce que j'ai fait de la merde et que genre, j'ai payé avec la carte de la boîte alors que j'aurais pas dû, que c'était un truc qui allait pas, tu vois? Par exemple, à un moment donné, j'avais plus de sous en perso, j'avais la flemme de se faire un transfert, je me suis payé un resto, j'ai pas demandé la facture donc c'était enfin, tu vois? C'est moi qui ai fait de la merde donc j'ai dû rembourser ma ouais. boîte et cetera. Mais sinon, ça a toujours été, ultra, bien et les comptables, ils sont, ultra, carrés et ultra, genre, ils savent tout, vraiment, tu vois? J'ai souvent des potes qui me disent: «Ouais, mais le comptable, il sait pas ce que je fais, machin». Moi, en fait, comme le système est ultra simple, là où je suis, le comptable, il a toutes les infos. Il genre, ils ont tout le temps, les seuls trucs qu'il a pas pu me répondre, le Ouais. comptable, une fois, c'est quand j'ai dû créer, tu sais, j'ai des apps en mobile et du coup, tu dois remplir des formulaires pour Apple et Google et du coup, Google m'a Ouais. demandé de remplir un formulaire de l'État américain pour demander une réduction d'impôts parce que je faisais moins de 1 million de chiffre d'affaires. Tu sais, tu peux passer de 30% de taxes, de Google à 15%. Et du coup, pour pouvoir faire ça, il fallait remplir un formulaire d'État américain. Et là, le comptable, il m'a dit, je sais pas, je gère l'État estonien, moi. Mais c'est tout, quoi. Euh, Ah, tu m'étonnes. Sinon, Ouais. c'est le seul truc où le comptable, il m'a dit, je sais pas. Ok. Ah, cool. Intéressant. Et alors peut-être la dernière question. euh, ça te ça te fait ça t'embête pas d'avoir ta boîte qui est pas dans ton pays à toi? Et alors en plus Estonie, pays du Nord, pas très loin de la Russie. En ce moment, c'est peut-être un peu chaud, mais tu te dis pas, est-ce que tu penses que c'est plus risqué que d'avoir une boîte en France? Parce qu'en fait, à tout moment, le gouvernement estonien, il pourrait presque dire, en fait, les résidents, bah, ils dégagent, je coupe l'accès à tout le monde et basta, quoi. Tu vois, un truc comme Alors, ça. je comprends le point du risque. Pour moi, c'est moins risqué d'être en Estonie que d'être en France. Pour 2 raisons. Déjà, l'État estonien, c'est, aussi dans les stats, un des pays qui a été, le plus stable politiquement depuis très, très longtemps. C'est un peu comme la Suisse, tu vois? Ils appellent ça la Suisse des pays baltes. C'est vraiment, politiquement, ils Ok. bougent pas. Ils ont, ils sont super, heu, ils font super gaffe à ce qu'ils font avec la Russie. Ils s'engagent pas dans, ils font vraiment les Suisses, tu vois? Ils ont une vraie, position, genre: «Nous, on est les Suisses de là-bas» et donc du coup, ils gardent des super bonnes relations avec la Russie, avec la Finlande, avec les pays autour. Ils font super gaffe à ce qu'ils font. Ils ont pas du tout envie de se foutre dans la merde et donc du coup, politiquement, le pays est très stable, donc j'ai pas peur de ça. Et d'ailleurs, si tu peux voir, si tu regardes, il y a des j'ai vu il y a pas longtemps, il y a des maps interactives qui te permettent de voir où sont les troupes russes et où c'est qu'il y a des trucs un peu conflictuels et il y a rien autour de l'Estonie. Et le deuxième Ok. truc, qui est, ouf, c'est qu'en fait, ils ont l'État estonien, ils ont une espèce de newsletter, heu, et ils font des conférences en ligne tous les mois ou tous les 2 mois où ils te donnent la vision de leur residency, où ça va, c'est quoi les évolutions futures, c'est quoi qu'ils veulent faire, où en est le programme, ils donnent des datas. Enfin, c'est vraiment une boîte, tu vois? Ils gèrent ça comme une boîte et du coup, en fait, tu as beaucoup de vision, en fait, sur ce qui va se passer alors que, quand tu regardes en France, il y a, Jean-Michel qui pond un nouvel article pour les auto-entreprises et du coup, ça va changer. Personne a son mot à dire. Alors que là, ils font de la consultation publique, quand ils font les Ok. lives, tu vois? Il y a des questions-réponses et tu parles avec les mecs de l'État, les décisionnaires, tu vois? C'est un truc lunaire, qui n'existe pas chez nous aussi. Ouais. Et du coup, bah, enfin, ça donne vachement confiance dans le système, tu vois? Tu pas,
Tu te dis pas, les mecs, il y a le vent qui va tourner, c'est plus la même politique, ils changent d'avis et basta, quoi. Et, euh, et du coup, ouais, Ouais. non, pour moi, j'ai ultra confiance en eux, quoi. Plus qu'en France. Euh, Ok, ok, c'est intéressant comme point de vue. Et alors, Ouais, tout au début, tu disais que tu pouvais faire des... tout au début, on disait qu'il y avait donc pas de taxe si ton argent était dormant sur ta boîte. Et tu disais aussi que tu pouvais faire des investissements. C'est-à-dire que tu peux, par exemple, investir dans des boîtes externes via ton entreprise. Tu ouais. peux investir dans l'immobilier via ton entreprise, des trucs comme ça. Tu peux développer un Alors, peu le côté investissement, c'est intéressant. de ce que j'ai demandé, c'est toujours pareil, c'est plutôt dans le digital. Tu vas pas trop faire de l'investissement dans le physique puisque c'est une boîte digitale. Ouais, Mais ok. par contre, dans le digital, t'es pas trop limité. Par exemple, tu peux aller acheter des bitcoins si tu veux avec ta boîte et stocker une part de ta boîte, de ton argent en bitcoin. Tu Ah, peux ok. avoir des NFT si tu veux. Enfin, il y a vraiment, c'est vraiment assez libre. Va falloir juste les déclarer au comptable et pouvoir lui dire combien tu as investi, etc. Et quand tu fais des achats, des ventes. Mais ouais, c'est assez free. Et tu vas pouvoir investir dans d'autres boîtes aussi. Peut-être que tu peux investir dans une autre boîte qui a des biens physiques, je pense, genre dans une SCI. Mais je pense pas Ouais, en direct dans un bien physique. ok. Ok, intéressant. Et du coup, c'est c'est un système que tu recommandes à tout le monde? Ou est-ce qu'il y a des types de personnes pour lesquelles tu considères que ça vaut pas le coup ou c'est pas adapté de se lancer en Estonie? Bah déjà, si t'es pas bon dans le monde digital, fais pas ça. Parce que tout se gère en digital. Quand tu dois signer ton bilan comptable, tu dois plugger ta carte d'identité digitale, mettre ton code de ta carte d'identité à ton ordi, tu vois. Enfin, c'est des trucs un peu. Ok, Et ouais, il faut parler anglais. Donc ça, c'est ok. les deux trucs qui fait Ouais, il y a deux que grosses tu limitations peux quand pas même. le. Ouais, Ouais, ça c'est une vraie limitation, quoi. Après, je dirais aussi, si tu as l'intention de faire des trucs dans le physique, ben, ça va pas marcher. Et de toute façon, ils vont pas vouloir t'ouvrir une boîte. Euh, Et sinon, après, oui, pour moi, il n'y a aucune raison de participer au système en France. Enfin, je pense que plus on va se barrer, et plus ils vont se rendre compte qu'ils sont dans la merde et qu'il va falloir faire avancer les choses, tu vois. Parce que il y a trop de trucs, enfin, la complexité en France administrative, c'est un vrai fléau, tu vois. Enfin, ouais, quand tu en arrives à un point où tu peux payer des millions des gens qui font de l'optimisation fiscale parce qu'en fait, quand tu prends cette règle avec cette règle, les deux s'annulent et du coup tu peux ne pas payer. Enfin, c'est un délire. Ça n'a aucun sens que ces métiers ils existent. Et ouais. Et donc, c'est vrai bon, que ouais, quand t'es freelance ou entrepreneur, bah, t'es le dindon de la que tu farce. lances un business, ouais. Et puis ouais, et puis surtout t'as pas les codes encore ou t'es trop petit pour avoir un comptable que tu payes très cher qui connaît bien les trucs. Et du coup, moi j'ai beaucoup de gens dans mon entourage, souvent des freelances d'ailleurs, qui ont pas eu de sécu pendant longtemps, ou alors qui sont fait redresser. Et du coup, ils doivent payer des dizaines de milliers d'euros parce qu'il y avait un Ouais, problème avec l'URSSAF. On a tous entendu ce genre de ouais, truc euh, ouais, oui. dans nos entourages, quoi. Oui, là, genre le concept de contrôle fiscal, ça existe presque pas en Estonie. En gros, c'est un genre de contrôle continu. Ils ont leur soft qui voit en continu ce que fait la boîte, en fait, et s'il y a des trucs qui semblent aberrants, c'est là où ils vont te poser plus de questions. Mais t'as pas un mec qui va tout regarder d'un coup, random. Ouais, Enfin, 3 ans après. Ouais, ouais, ils regardent en direct, en fait, dès qu'il y a un truc qui va pas, ils vont te contacter en direct pour te dire, bah, ça va pas, pourquoi? Et du coup, ils te laissent pas, en fait, aller dans l'erreur, même. Le concept de redressement fiscal de 10 000 euros, ça va pas exister. Ou alors, c'est que t'as fait direct la faute de 10 000 euros, tu vois. Mais t'as pas fait une faute ouais. de 100 euros tous les mois. Parce que ça, ils le verraient, en fait. Ok. Ok. Donc ça veut dire que, si je comprends bien ce que tu racontes depuis 1 heure, si il y a des gens qui écoutent ce podcast et qui veulent se lancer en freelance ou qui veulent lancer une entreprise, une start-up ou leur activité numérique, on va dire, toi tu leur dirais Ouais. Go Estonie, quoi.
Ouais, et même, ce que je dirais, c'est, go, sur le truc, Xologo là, qui coûte que dalle et Ouais, qui t'engage à que dalle. Tu pas besoin de créer une vraie boîte. Enfin, tout se fait super simplement. Enfin, c'est une boîte, mais sans être une vraie boîte qui est, chiante, tu vois? Avec les responsabilités qui vont avec et du coup, tu peux tester devant, demain là, tu as une idée de e-book, tu pas besoin de tu le fais, tu vois? Sur Xologo, tu es inscrit, tu as ton compte en banque, tu peux le connecter à Gumroad et c'est fini, tu vois? Mon ancienne meuf, elle voulait pas créer de boîte parce qu'elle avait peur des trucs administratifs. J'y ai fait faire ça, elle a vendu son e-book, elle en a fait, elle a vendu 500 balles d'e-book maintenant, je pense, et toujours avec ce système-là, elle rajoute à son truc fiscal à la fin de l'année, et voilà, tu vois, et c'est jamais devenu ok. une grosse source de revenus, donc elle l'a pas fait changer. Mais sinon, elle aurait fait évoluer en Xolo, elle serait devenue résidente, etc., quoi. Ouais, ouais. Parce que pareil, ça c'est un truc qui m'est arrivé, au tout début de l'auto-entreprise. À l'époque, j'étais chômeur, et j'ai monté mon auto-entreprise parce que je voulais tester et je savais pas en fait que quand tu devenais entrepreneur et ben, tu changeais de case et du coup ça a modifié plein de trucs à la fois sur mon chômage, sur mes droits, Bah ouais. sociaux, ma carte vitale elle a changé, enfin j'ai pas eu de carte vitale pendant des années et tout ça. Donc, effectivement, s'il y a moyen de tester sans faire du portage salarial où tu perds 60%, je crois, enfin 50% plus, plus les 10% de la boîte de portage, ça peut être intéressant, ouais. Ouais. Ok. Ok, bah écoute, merci Martin. Je mettrai les liens dont on a parlé dans la description, si ça vous intéresse de creuser un peu le côté monter une boîte en Estonie. Et je mettrai également ton LinkedIn et ton Vas-y, Twitter. Comme ça, si les gens veulent te contacter pour te poser des questions ou te faire un coucou, je le pas de ferai. souci. Je mets ça dans la description et merci beaucoup pour ce podcast. Merci à toi. C'était très intéressant. Salut. Merci d'avoir écouté Génération Remote. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de lui donner 5 étoiles sur iTunes, c'est la meilleure façon de m'aider. Si vous cherchez un emploi full remote, allez faire un tour sur remotefr.com. C'est un job board qui regroupe que des emplois tech 100% remote. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.